nous sommes responsables de notre devenir, et que le monde n'est pas tout blanc ou n'est pas tout noir, et qu'en réalité, ailleurs n'est pas un monde merveilleux de bisounours, que chez nous n'est pas un monde affreux où il y a que de la délinquance en réalité, et je peux en témoigner parce que je le vis sur mon territoire. Pour les personnes qui se posent des questions, qui se disent oui mais sur le territoire c'est difficile, machin, etc. Il y a de la délinquance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche, etc. C'est une mystification. Certes, il y a beaucoup plus d'entreprises en Ile-de-France, mais il y a tout à construire sur nos territoires. Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte, et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Teva qui nous vient de la Guyane. Alors Teva, tu as 38 ans et tu es entrepreneur dans le traitement et l'organisation de la donnée. Tu m'as contacté car tu souhaites qu'on discute ensemble de plusieurs thématiques, notamment le développement économique de nos territoires, la nécessité de développer une conscience de groupe et des conséquences du départ des forces vives de nos territoires. Ça promet un bel épisode. Comment vas-tu Teva ? Ça va très bien, je te remercie, puis merci de m'accueillir dans tes locaux. Je t'en prie avec plaisir. Pour apprendre à te connaître et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je commence par un petit quiz un peu décalé. Tu vois, ça c'est des petites questions un peu sympathiques. Dis-moi, tu préfères le bouillon d'Awara ou le kalalou ? Le choix est difficile. Le bouillon d'Awara est un plat que l'on va manger à Pâques, mais pas que, parce qu'on va aussi le congeler et le manger à d'autres moments de l'année, quand on en a envie, tandis que le kalalou, je pourrais en manger tous les jours, et c'est délicieux. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire ce qu'il y a dedans et en quoi ça consiste pour nos auditeurs qui connaissent pas ces plats-là ? Alors, le bouillon d'Awara, on aura plein de choses dedans. On aura déjà de l'Awara, c'est la viande de base. On aura du porc, ça se mange avec du riz ou du couac, ou du couac d'ailleurs. Les autres ingrédients, je vais être franc avec toi, je ne les connais pas par cœur, j'en ai jamais cuisiné, personnellement. C'est un plat qui prend du temps à cuisiner, ça prend généralement entre 2 à 3 jours de cuisson. Tu as du poulet aussi dedans, certaines personnes mettent des crevettes. Et kalalou, je crois pas que j'en ai cuisiné. Alors en fonction de l'endroit d'où tu viens, certains vont l'appeler kalou, d'autres vont l'appeler kalalou, principalement des épinards, du gombo, certaines personnes vont mettre de la tomate, certaines personnes vont rajouter du lardon dedans, manger avec du riz. Bon, moi je trouve ça délicieux. On va passer sur le dessert. Tu préfères le disé-milé ou le pudding Cramagnoc ? Même réponse. Le disé-milé par contre je pourrais pas le manger tous les jours parce que c'est assez calorique. Ouais. Ouais, c'est un beignet frit et fourré à la crème, donc c'est assez frit, ça y va. Ouais. Tandis que le gâteau au Cramagnoc, probablement autant calorique, je ne sais pas, mais tu le sens pas passer. Ouais. Donc tu peux en prendre un peu plus. C'est moins lourd dans la bouche, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, okay. Exactement, donc ouais, je pourrais en manger un petit peu plus. Je pense qu'il y a une sorte de culpabilité qui peut me prendre quand je prends 10 millés. Je me dis, je reprends un, et puis ça va être un par jour, quoi, max. Quel lieu ou activité tu conseillerais à quelqu'un qui arrive pour la première fois en Guyane ? Ça dépend déjà de qui est cette personne. Si c'est un Caribéen ou pas, ou si c'est un Européen. Pour moi, en tant que Martiniquais, c'est la première fois que je vais en Guyane. J'atterris à Cayenne, qu'est-ce que tu me dis ? La première des choses quand t'arrives à Cayenne, qui est assez rapide à faire, ça va être la place des Palmistes, le soir, pour aller dans une roulotte, prendre un burger et puis un milkshake. Ça peut être sympa. La mondialisation. Voilà, non mais tu rigoles, mais ce que vous avez en Martinique, qui est le snack Élysée, nous on n'a pas ça, mais par contre on a des roulottes qui vendent la même chose, avec les mêmes noms, donc des madras, super madras, etc. Et tu trouves ça sur la place des Palmistes dans plein de roulottes, avec d'autres types de sandwich. Et donc je pense à l'arrivée, la première chose la plus rapide c'est ça, donc ce serait effectivement pas la mer. Et puis après, plus sur des choses qui seraient intéressantes à faire, je te dirais les îles du Salut, je te dirais le marché de cacao qui est vraiment sympathique, je te dirais d'aller en commune aussi, parce que les communes sont intéressantes, d'aller à Montigny, d'aller à Kourou, d'aller dans les communes, ouais, discuter avec les gens, toujours intéressant. Aller au contact des locaux. C'est ça. Trop bien. À Caux, le marais de Caux aussi qui est vraiment sympathique. Du coup je te dirais, prends-toi une sortie pendant 2 jours sur le marais de Caux et dors le soir sur le marais, sur le marais carrément. Donc tu vas voir des crocodiles, des yeux de crocodile te regarder, etc. C'est vraiment génial. Ok. Lui il veut pas qu'on reparte de la Guyane en fait. Ok, trop bien. Quand je te dis Guyane, c'est quoi les premiers mots qui te viennent ? Amour, passion, paradis. Ok, ah oui, paradis carrément. Oui. Ok. Pour toi c'est le meilleur endroit sur Terre ? Oui. À quel niveau ? C'est une question qui est difficile. En réalité, c'est assez personnel, dans le sens où, voilà, c'est un peu une sensation d'appartenance, de nation, de patrie. Mais pas que. Je dirais aussi que l'ultra-urbanisation, que les mégalopoles, que les complexes industriels ont leurs avantages et inconvénients, mais les inconvénients qu'ils apportent sont de l'ordre du stress, de l'ordre d'une société qui est hyper individualiste, hyper concentrée sur elle-même. Et qu'on retrouve pas ça dans nos sociétés un peu plus
un peu plus culturel. On le retrouve, mais pas autant. Donc il y a beaucoup plus de chaleur humaine, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sourire sur les visages. Et c'est agréable. On aura l'occasion de revenir sur le stress des mégalopoles et comment tu l'as vécu, toi. Ok. Ouais. La vie en Guyane, ça ressemble à quoi pour toi? Pareil, de multiples facettes, parce qu'on a de multiples communes, et elles n'ont pas tous le même niveau de développement. Par exemple, si je prends l'île de Cayenne, le niveau de développement, je pense, sans trop me tromper, est plutôt dans le top avec Kourou. À quoi ressemble un peu la vie en Guyane? Une vie où tu connais et tu croises beaucoup de personnes. Parce que comme on est un peu sous enclave, et que ça va coûter cher de te déplacer, de prendre l'avion, etc., les gens ont tendance à beaucoup moins se déplacer que s'ils avaient été sur Paris, et tu prends un TGV, tu vas à Lyon, tu prends un TGV, tu vas au Havre, etc. Donc tu as tendance à recroiser un peu les mêmes personnes depuis de nombreuses années. Et pareil, tes parents connaissent leurs parents, tes grands-parents connaissent leurs grands-parents. C'est pas une généralité, mais voilà. Ça existe, c'est une réalité, ouais. Ça arrive, et donc une vie un peu, je dirais presque familiale, où tu as des visages familiers que tu connais. Du coup, ça crée de la confiance, ça crée un climat un peu de confiance. Bon, je sais que j'ai une vision un peu utopiste, parce que des personnes d'aucuns diront que la Guyane est assez, un taux de délinquance assez élevé. Néanmoins, c'est un autre sujet. Après, tu as des communes, et la vie en commune est une vie qui est vraiment agréable. C'est-à-dire que c'est un peu un voyage dans le temps. C'est comme si tu avais une machine à voyager dans le temps et que tu te retrouvais dans une autre époque, où tu as du sable, au lieu d'avoir de la cola par terre, au lieu d'avoir du bitume. T'as des gens qui te sourient, qui te disent bonjour. Moi, par exemple, pour aller au travail, je marche pour aller de chez moi à mon travail. Parce que du coup, tu vis en Guyane. C'est ça, totalement. Et du coup, de chez moi jusqu'au travail, c'est des chemins de sable. Il y a des petits enfants qui vont à l'école, donc je me projette un peu dans moi, mon enfance. Il n'y a pas un enfant qui me dit pas bonjour monsieur le matin. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et je trouve ça magnifique. Et c'est un peu ce dont je parlais. C'est un peu de la chaleur humaine, de l'amour, une sensation d'être chez soi, quoi. Toi, ça te plaît cette proximité, le fait de revoir les visages que tu connais dans ton quotidien? Oui, complètement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu chez moi. Donc je sais que c'est très personnel. Ça crée un climat de confiance. Et je pense que on évolue en tout cas, les sociétés évoluent de plus en plus vers de la défiance. On voit des sociétés où tu as de la défiance vers quelque chose qui ne te ressemble pas, où tu as la montée des extrêmes, où tu as un climat qui parfois est assez compliqué. Or, dans nos territoires, même si, surtout pour la Guyane, tu commences à avoir un peu des choses similaires avec de l'immigration, etc. Néanmoins, effectivement, le fait de savoir qui est ton voisin, de savoir qui est la personne que tu croises, de croiser des personnes en soirée, etc., et que tu sais qui sont ces personnes, ça crée un climat de confiance. Je dis pas qu'il n'y a pas de délinquants, je dis que tu connais ces personnes même si elles sont délinquantes, et que... Tu te sens à l'aise dans ton environnement, tu t'y sens bien, ouais. Puis c'est des gens que tu connais, moi personnellement, des gens que je crois, je les connais, tu vois, j'ai bientôt 40 ans, ça fait 40 ans que je les connais, quoi. Qu'est-ce que tu aimes faire en Guyane? Aspirer. Ok. Non, ok. Non, c'est une vraie réponse. Non, je comprends ce que tu veux dire. T'as quelque chose dans l'atmosphère de ton territoire qui fait que tu te dis je suis bien là, quoi. Exactement. Ouais, non, Je pourrais pas décrire cette sensation, juste le fait de respirer. T'as un bien-être, je sais pas, juste respirer. Quand on s'est appelé, tu m'as dit que à l'âge de 11 ans, t'as quitté la Guyane pour venir t'installer en Hexagone. Comment tu l'as vécu jusqu'à tes 18 ans, du coup? Comment tu l'as vécu ce départ, et comment on se construit pendant son adolescence quand on quitte son territoire? Alors, effectivement, collège en métropole, collège-lycée en métropole, et comment se construit ton adolescence? J'ai pas de point de comparaison. Donc il y a eu des déchirements, nécessairement avec l'endroit d'où je viens, mais aussi avec des personnes que j'aime. Par exemple, moi j'étais chez ma grand-mère, avec mon cousin, donc on a grandi sous le même toit chez ma grand-mère, donc que je considérais que tout le monde pensait d'ailleurs que c'était mon frère. Je me suis retrouvé un peu en pension complète, du lundi au vendredi. Et donc voilà, donc c'était un monde qui était nouveau pour moi. Le changement d'environnement, tu t'es bien adapté, tu dirais? Puisque du coup c'est un changement total de paradigme, un peu de repère aussi, de code. La vérité vraie, c'est que j'étais trop concentré. En tout cas, j'étais à rien du tout. C'était ma mère qui était trop concentrée à rattraper, à ce que je rattrape moi, mon retard de développement scolaire. Donc un peu de dyslexie, je dirais pas de l'analphabétisme, mais pas au même niveau que les autres étudiants, etc. Donc ma mère a fait un excellent travail, un très très bon travail. Et donc je pense que j'avais plus comme focus ce truc-là, qui était de dire est-ce que je suis normal ou est-ce que je suis pas normal, il faut que je travaille, etc. Que de me dire est-ce que je suis bien, je suis pas bien. Surtout que bon, j'étais un petit privilégié quand même, parce que bon, c'était une pension, c'est quelque chose qui coûte cher, etc. Et en plus de ça, pendant les petites vacances, j'étais en Guyane tout le temps, à tel point que mes voisins
cousins avec qui j'ai grandi me disaient mais il se passe quoi, tu rentres en Guyane, tu rentres pas en Guyane, t'es là tout le temps. Donc j'ai eu ce petit privilège-là d'être toujours là pendant les petites vacances et les grandes vacances. Je faisais mes grandes vacances à l'époque de juin à septembre, donc le 10 septembre j'étais encore là, tu vois. Il y en a qui avaient fait leur rentrée. Ouais, c'est royal ça. J'étais encore en Guyane. Donc non, je l'ai pu. En réalité, pendant cette période-là en tout cas, j'ai pas été vraiment, pas eu de coupure avec le cordon ombilical. À la terre-mère alors, Exactement. quelque part. Ok. Parce que du coup, tu m'as dit, donc après tes 18 ans, t'es reparti en Guyane pour tes études. C'est ça. Alors, c'était pas pour mes études, c'était dans une recherche de liberté, mais oui, je suis reparti. Ouais. Ok. T'as fait des études supérieures en Guyane, une partie. T'as pris pas. C'est du bullshit. Il a dit ça. Ok. Il a dit ça aux parents pour les rassurer, mais derrière. Non, même pas. Ok. C'était du bullshit. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa en Ile-de-France et je suis parti en mode rebelle parce que je m'étais toujours dit je rentrerai en Guyane dès que je serai majeur. Et en fait, j'avais acheté mon billet. J'étais en prépa, je devais avoir 17 ans. J'avais déjà acheté mon billet à 17 ans pour partir quand j'aurais 18 ans, pardon. Et j'ai dû le dire, j'étais un enfant ingrat, c'est affreux. J'ai dû le dire une semaine avant à ma mère que je partais la semaine d'après ou 15 jours avant, un truc comme ça. Je le dis aujourd'hui, je suis pas fier. Je suis resté 2 ans et du coup, pour ne pas me tourner les pouces pendant 2 ans, je me suis dit, oh, je vais faire une alternance. Mais tu vois, tu reprends une alternance à un niveau que t'as déjà. Donc tu vois des choses scolairement parlant que t'as déjà vues. Par contre, c'était parmi les 2 meilleures années de ma vie. Et après, t'es reparti. Qu'est-ce que t'as fait du coup après Et donc après ces 2 années, bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, je tourne un peu en rond. Je me pose la question de, est-ce que je fais le bon choix de rentrer à ce niveau d'études? N'aurait-il pas fallu que je rentre en métropole? Est-ce que ce serait pas une bonne idée que je rentre en métropole pour terminer mes études et pour rentrer définitivement? Et je me souviendrai toujours d'une lettre que m'avait écrit une amie, Rebecca Talmancy, d'ailleurs si elle écoute, bonjour, qui m'avait écrit « Salut Arte ». C'était la petite blague parce que je m'appelle Teva. Ouais, d'accord. Les gens sont comme ça. Ouais. Tu feras comme les autres, donc je te dis au revoir. Et puis je sais que tu reviendras pas parce que comme les autres, une fois arrivé en métropole, au bout d'un moment, tu trouveras une demoiselle et tu ne reviendras jamais. Ah, c'est dur ça. Et j'avais lu ça m'avait marqué. La preuve, je t'en parle 20 ans après, tu vois. Ça m'avait marqué. J'avais pas trouvé ça dur. Je l'avais pris comme un challenge. En mode, je vais te montrer que je vais rentrer, ouais. En me disant, mais non, mais moi je pars, je sais très bien que je vais rentrer. C'est pas je pars et je vais trouver quelqu'un et je vais rester, tu vois. Ouais, c'est clair, je pars, je rentre en Guyane dès que j'ai terminé. Je prends ce que j'ai à apprendre et je suis rentré. En fait, la personne n'avait pas tort. Ah. Bah, dis-nous en plus alors. Et en fait, la personne n'avait pas tort, donc c'est-à-dire que j'ai un peu résisté. Au départ, je me suis en relation avec une personne de la Guyane. Bon, voilà, on va pas revenir dessus. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et j'ai rencontré la mère de mes filles qui m'a dit non, mais si tu veux rentrer en Guyane, pourquoi pas, machin, etc. Donc je me suis dit, oh, super, une demoiselle qui veut rentrer en Guyane, pourquoi pas. Donc dans ce cas-là, why not? En sachant que j'étais resté très comme un jésuite, en fait. C'est-à-dire en choisissant volontairement, en faisant des choix positifs, de ne pas fréquenter de personnes. De pas fréquenter la gente féminine parce que je savais que ça aurait été un facteur qui aurait pu me détourner de mon objectif. Donc je faisais exprès de pas aller dans, par exemple, de pas sortir, de pas aller dans des événements sociaux, etc. pour éviter de rencontrer des gens et je m'étais concentré à 100% sur mes études dans l'objectif de réussir. Et donc je sais plus trop dans quel contexte, si je me souviens dans quel contexte je l'ai rencontré. C'est un peu mon cousin qui a fait tout le travail. C'est pas le même, c'est un autre. Et, merci la famille. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis au fil de l'eau, couple, relations, ménagement ensemble, enfants, etc. Ça a duré 11 ans, pendant lesquels je suis jamais retourné en Guyane. D'accord. Mais du coup, juste pour... parce que ça peut avoir une importance, elle est d'origine de la Guyane ou pas? Son grand-père est guadeloupéen. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait plein de choses, plein de voyages, j'étais un peu partout, mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, dès que je parlais de la Guyane, c'était un peu un no-go. Je suis rentré une fois vers la fin de la relation, mais voilà. D'accord, ok. Après, bon, t'as un peu ce tiraillement de... En fait, t'as envie de rentrer chaque année parce que ça te fait du bien, il faut voir la famille et tout. Mais tu te dis, il y a aussi ailleurs à voir. Et en fait, soit le budget ou le temps n'est pas illimité. Donc, des fois, il faut faire des choix, tu vois. Après, tu peux faire une année sur 2, mais peut-être 11 entre guillemets, c'est beaucoup. Mais parce que le temps il passe vite des fois et tu vois pas le temps passer. Et tu te dis, bon, l'année prochaine, je le ferai, mais au final, d'autres choses arrivent. Où tu te dis pas, tu te mets pas une deadline en mode, bon, cette année, j'y vais. Donc ça me choque pas quelque part, tu vois. Surtout que, en vrai, imaginons, tu vois, en Europe, il y a quoi? Il y a plus de 20 pays. Si t'as envie de faire un par an, ou 2 par an, ça te prend 10 ans, tu vois. Après, mon objectif était pas de rentrer pendant les vacances. Hein. Mon objectif était de rentrer. Et en réalité, j'étais rentré dans une vie qui était une vie hyper sérieuse, c'est-à-dire que je me levais le matin, j'allais travailler, je rentrais, crédit, maison, voiture, etc. Et
Et il y avait des membres de ma famille qui me connaissent depuis enfant qui me disaient mais t'es pas en train de vivre ta vie, quoi. Ça a jamais été ton rêve ce que t'es en train de vivre. Ok, t'as une belle maison, une belle voiture, etc. Mais c'est pas ta vie. Et à un moment je me suis arrêté, je me suis dit mais ok, la maison elle est magnifique, etc. Famille, etc. Mais je suis pas heureux. Ça a été quoi le déclic pour ton retour du coup? Le fait de prendre conscience que ni moi, ni la personne avec qui j'étais, nous étions heureux dans la vie que nous menions. Après, je discutais avec d'autres personnes qui, en même temps, en parallèle, qui sont en Guyane, qui sont des amis aussi, qui sont métropolitains et qui ont, pas dire immigré parce que c'est la France, mais qui se sont installés en Guyane, et qui me disent toujours, non mais moi, jamais je quitterai la Guyane. La Guyane, c'est un pays qui est magnifique. Moi, je sais que c'est un pays qui est magnifique, je suis sur métropole, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Même les personnes qui sont sur place et qui se sont installées, je sais pas, il y a 10 ans, me trouvent que c'est magnifique et que jamais elles ne quitteraient le territoire. T'as fait combien de temps en tout en métropole après tes études supérieures? Beaucoup trop. Beaucoup trop, car en réalité, je pense que même cette histoire de rentrer pour terminer ses études, je pense que j'aurais pu très bien rentrer plus tôt. Ne pas partir, ne pas aller en métropole, m'investir en Guyane, m'investir dans une vie normale, et être intégré au sein de la société, être un membre contribuant au bien-être de la société, à mon bien-être, au bien-être des gens qui sont autour, et avoir une vie tout aussi satisfaisante, je pense. Je pense pas que le bonheur se trouve ailleurs, en fait. Je pense pas que le bonheur se trouve dans l'accumulation de diplômes. Je pense pas que le bonheur, aujourd'hui, avec mon recul, se trouve dans l'accumulation d'expériences. Tu vois, je pense pas que ce soit quelque chose qui doit être dépendant de quelque chose qui frétille, qui doit bouger, qui doit incessamment changer ou qui est mieux ailleurs. Je pense qu'en réalité, tu peux très bien être bien chez toi et évoluer normalement. Parce que c'est un point dont on avait parlé, tu m'avais dit que quand tu étais rentré, tu as pu échanger avec des camarades à toi qui sont restés en Guyane, qui ont fait leur étude là-bas, qui ont fait leur parcours professionnel et qui étaient très bien intégrés. Et du coup, tu t'es rendu compte que en fait, l'apport de l'Hexagone n'était pas... Enfin, il n'y a pas eu de grande différence, quoi. Limite, certains, des fois, ont peut-être mieux réussi, entre guillemets. En tout cas, ils ont eu un beau parcours tout en restant en Guyane. Mais sans même avoir une échelle de valeur sur le parcours en lui-même, tu peux très bien avoir une vie normale, où t'es marié, t'as des enfants, ou pas d'ailleurs, hein, où t'as une expérience professionnelle, ça fait 10 ans que tu travailles à un endroit, sur le même secteur d'activité, où t'as peut-être changé de travail entre-temps, et que ça se passe bien. Et il y a plein d'exemples comme ça sur le territoire. Après, t'as aussi beaucoup, faut pas se leurrer, beaucoup de chômage. Mais faut pas croire que parce que tu viens de l'extérieur avec des diplômes de l'expérience que tu ne vas pas subir le chômage. C'est le chômage qui est en Guyane, il est lié au fait que tu as peu d'offres. Il n'est pas lié au fait que, en tout cas pas entièrement, il ne s'explique pas entièrement par le fait que les gens ne soient pas formés, diplômés ou expérimentés. Parce que les gens, tu les prends, tu les formes, tu vois, si tu en as vraiment besoin. Ok. Parce que toi, du coup, actuellement, tu es entrepreneur, c'est ça? Alors, j'étais entrepreneur depuis 2013, donc j'ai ma société depuis 2013. Pour ce besoin de sédentarisation, ce que je te disais au téléphone récemment, j'ai décidé de tester le monde du salariat. Depuis 2023, oui, je suis salarié. Et en même temps, je continue mes contrats qui étaient des contrats en cours, qui étaient négociés avant le début de mon contrat de travail. Je pouvais pas planter comme ça. Voilà. Comment tu l'as préparé ton retour, du coup? Je pense pas que ça doit être un exemple. Ok. Dans le sens... Après, il n'y a pas de parcours type. Hein, ouais, voilà. En vrai, c'est ton expérience, elle est pas moins bien qu'un autre. Ou... Tu peux très bien me dire que j'ai pris mon billet 2 jours avant, je suis parti, voilà. Non. En fait, pareil, toujours une histoire de privilégié, tu me diras. Comme j'avais mon activité, que j'étais à mon compte, j'avais, ou j'ai, je sais pas, enfin bon, bref, certaines facilités. C'était flexible en fait. Ouais, j'étais ultra flexible. Et donc j'avais mon appartement en Ile-de-France et mon appartement en Guyane. Et du coup, en réalité, je faisais un mois en métropole, un mois en Guyane, un mois en métropole. Un mois en Guyane, des fois, je voulais faire 2 mois en Guyane, je faisais 2 mois en Guyane, 2 mois en métropole. Je faisais comme ça parce que j'ai mes enfants qui à l'époque étaient très jeunes. Du coup, je me voyais pas partir et laisser mes enfants ici, tu vois. Je trouve ça... Autant c'est bien de chercher à être bien, mais il faut pas non plus laisser des êtres que l'on aime derrière soi, tu vois. Et moi, mes filles, je les aime. Ça a fonctionné sur le rythme de la garde alternée. Donc, j'étais un mois là-bas, un mois ici. Et ça marchait bien. Là, mes filles sont beaucoup plus grandes. Donc, depuis 2023, ouais, j'ai décidé d'arrêter de faire autant d'allers-retours, de sédentariser. La sédentarisation par le CDI, tu vois, par le contrat de travail, ça fixe dans un endroit, quoi. Ça fixe dans un endroit, ça diminue tes revenus, mais ça fixe dans un endroit. Et le bonheur n'est pas nécessairement dans le revenu. Le bonheur, il est dans quoi pour toi, alors? Enfin, où toi, tu trouves ton bonheur, plutôt? Longue réflexion. Ouais. C'est pas un sujet facile en même temps, tu sais, c'est un peu... Il y a beaucoup de thèses sur le sujet. Il y a une hypothèse selon laquelle tu as du bonheur lorsque tu es utile à d'autres personnes. Tu vois, quand d'autres personnes dépendent de toi, quand par exemple une femme ou un enfant, surtout des enfants en fait, le fait que ton travail ait une utilité aux gens autour de toi,
à ta communauté, à tes enfants, que tes enfants, si tu leur donnes pas à manger, bon ben, ils ont besoin de toi en fait pour survivre. Donc il y a des personnes qui disent que le bonheur c'est ça, c'est le fait d'avoir des personnes qui autour de toi ont besoin de toi. Donc j'y crois, donc je pense que effectivement le bonheur c'est le fait d'être intégré au sein d'une structure, un environnement, des gens, une commune, une ville, etc. Et d'avoir une utilité aux personnes qui sont autour de toi. Quelle que soit cette utilité, tu peux être très bien un chanteur et apporter des sourires. Si par exemple t'es un comédien ou un chanteur, apporter de la joie dans le cœur des gens. Tu peux être un médecin et apporter de la santé dans un bassin. Tu peux être entrepreneur et apporter de l'emploi ou apporter un service. Tu peux être et donc ça peut être utile. Le bonheur, je le vois aussi dans le fait, c'est un peu pareil, quelque chose qui était théorisé dans le fait de pas l'absence de douleur physique et de trop grande variation d'émotions. Tu vois, un peu si tu devais faire une analogie, quand tu prends une drogue ou du sucre même, et donc tu as une forte montée et ensuite une forte descente, d'accord ? Et ce que les gens peuvent appeler un batterie par exemple. Eh bien, tu peux définir le bonheur aussi comme étant l'absence de cette forte variation dans les émotions, où tu ressens un énorme bonheur, et puis après ça chute, et du coup t'es pas... Donc je pense que voilà, le bonheur n'est pas nécessairement quelque chose où tu te sens bien ou t'es heureux, le bonheur ça peut aussi être des moments où t'as du malaise, mais même le fait d'avoir du malaise, ou le fait de pas te sentir bien, machin, ça peut être un élément qui contribue à ton bonheur, faut pas que ce soit constant. Donc pour moi, c'est le fait d'être utile à ton environnement, le fait de pas avoir de douleur physique, le fait de ne pas avoir une douleur constante dans ton dos, dans ta jambe, dans quelque part, le fait de ne pas avoir de grosses variations dans tes émotions. Bah, quelque part, d'avoir la santé, t'es un corps qui te permet de faire ce que tu veux, et aussi d'avoir une tranquillité d'esprit, quoi, en tout cas dans ton quotidien. Ok. Et ça s'oppose à ceux qui pensent, qui est aussi une thèse valable, hein, mais c'est pas ce que je pense moi, ça s'oppose à ceux qui pensent qu'en fait le bonheur passe par l'accumulation d'expériences fortes, qui était un peu le monde qui était décrit dans la Rome antique, où ils faisaient des fêtes à tout va, où tu les voyais dans des orgies, etc. Et donc c'est un peu l'utilitarisme qui s'oppose un peu à ce monde-là. Et selon moi, non, le bonheur n'est pas dans cette accumulation d'expériences fortes, etc. Qu'est-ce que le retour en Guyane t'a apporté ? Plein de choses. Vas-y, hein, on a le temps, tu peux y aller. La première des choses, ça m'a apporté plein de choses, autant du positif que du moins positif. Des désillusions. À quel niveau ? Parce que, attends, du coup, j'ai une question. Parce que du coup, est-ce que t'avais projeté sur le retour en Guyane des attentes ? Et du coup, quand t'es rentré, ça s'est pas passé comme prévu ? Bien sûr. Mais pas dans... pas nécessairement dans ce que l'on peut penser de prime abord. Moi, je suis entré, j'avais déjà mon activité, et mon activité, elle était en continu. C'est-à-dire que je me posais pas la question de l'emploi, en fait. C'est-à-dire que je rentrais pas en me disant, est-ce que je vais trouver du travail ou pas ? J'avais une activité, et mon activité était tournée, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était réglé. Donc j'avais pas de problématique en termes d'emploi. Il y a eu un gros sujet pendant la période du Covid, où t'as une forte baisse d'activité économique. Parce que du coup, juste pardon, tes clients, c'était qui, du coup ? Des grands comptes en Europe. Et je leur disais, non écoutez, je vais faire du travail à distance, j'irai en campagne la semaine prochaine. Tu vas encore entendu. En campagne, en campagne française. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, je prenais mon billet d'avion et j'allais en campagne française, à Kourou. Non, mais c'est vrai. Donc j'allais à Kourou, à Cogno par exemple, et j'allais en campagne française. Je montais pas, j'étais vraiment en campagne française. Ou alors, à un moment, j'étais en Martinique, donc j'étais souvent en Martinique, à Ducos, et on me posait la question, ouais, je suis en campagne française. En réalité, je suis au bout de ma vie, il est 3h du matin, je suis en train de me connecter pour bosser. Le soir, j'ai des potes qui m'appellent, qui me disent, viens, on va au resto et tout. Je dis, mais les gars, il est 21h, moi, 21h, je dors, je me réveille à 4h du matin. Je me souviens, j'étais avec une amie, ah là là, très bonne amie que j'apprécie énormément, Caroline. Avec Caroline, on avait été au cinéma à Cayenne. C'était un vendredi, du coup le samedi j'avais pas besoin de travailler, donc j'avais pas besoin de dormir. Mais il faut savoir que je m'étais réveillé à 3h du matin. Donc mon rythme c'était quoi ? C'était 3h du matin jusqu'à 7-8h. 7-8h c'était l'équivalent de midi en métropole en fonction du décalage horaire, tu sais, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et donc je dormais 1 heure pendant la pause de déjeuner. Et donc soit de 7 à 8 heures, soit de 8 à 9 heures en fonction du décalage horaire. Et après, je renchaînais, 5-6 heures de travail, des fois un petit peu plus. Et du coup, ma pote m'avait dit, viens, on va au cinéma, on était voir un film pourri. À Cayenne. Et donc, je vois le début du film, j'essaie de comprendre, mais tu vois, je suis fatigué. Et je sais que je ferme les yeux, genre 2 secondes. Je te promets, j'ai fermé les yeux pendant 2 secondes. Mais 2 secondes, hein, littéralement 2 secondes. J'ai ouvert les yeux, générique de fin. Oui, bah. Non, t'es mort en même temps, c'était prévisible. Hein. C'est le générique de fin. Et je suis là, je me dis, mais le film, il est terminé. Elle me dit, oui, t'as ronflé pendant tout le film. Je lui ai dit, mais t'aurais pu me réveiller quand même. Elle me dit, non, t'étais trop fatigué, tu me faisais de la peine, je te laissais dormir. Non, mais ça se voit, quand tu vois que quelqu'un est trop mort, tu dis, bon, vas-y, je le laisse dormir parce que là, ça sert à rien.
Donc c'était un peu mon expérience de travail en distanciel. Je me suis séparé de la personne avec qui j'étais, qui est la mère de mes enfants. Et du coup, tu sors d'une relation stable qui dure plus de 10 ans avec une personne, donc tu n'as connu que quelque chose de stable et de sécurisant. Et donc tu as... Alors je sais pas pour les autres, mais moi j'étais un peu crédule, avec cette idée un peu Benoît dans ma tête de me dire, bon en fait, toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes sont des femmes stables, tu vois, ça te fait rire. Faire attention. Mais moi je ne savais pas. Ça pique mon gars. Je ne savais pas. C'est une jungle. Non mais moi je savais pas. Moi j'étais Benoît, Faut- j'étais un peu... Faut être méfiant. Enfin, en fait, faut filtrer, tu vois. Après, c'est avec l'expérience que t'apprends, mais ouais, non. Mais non. oui, Parce mais je qu'en savais fait, pas. quand tu... En fait, c'est que ouais, comme t'as dit, tu penses que tout le monde est comme ça, mais non. Tout le monde n'est pas... Enfin bon, bah oui. Mais Du coup, tu pars avec une sorte de... un background, une expérience. Ouais, voilà, t'as un peu comme l'étalon or, t'as un étalon, Ouais, tu ouais. te dis, bon, bah, je vais mesurer les choses avec mon étalon or, mais là, c'est la même chose, tu dis, bon, bah, une femme, c'est comme ça, c'est sécurisant, c'est stable, ça se pose pas de questions, c'est pas jaloux, etc. Et donc, je me dis, bon, ça va aller. Ça a dû être sympa, toi. J'imagine déjà. Et je suis tombé sur des... Alors, je vais être très clair sur ce que je vais dire. C'était à moi de faire attention. Donc, je suis pas une victime, d'accord? Ce qui s'est passé dans ma vie concernant la relation, je ne l'ai pas subi, d'accord? Donc, je vais être très clair par rapport à ça. Néanmoins, du fait du non-filtrage, je me dis, bon, bah, telle personne est jolie, attrayante, Allons-y, quoi. la discussion, machin, etc. Allons-y, Alonso. Mais en fait, il y a une raison pour lesquelles les femmes jolies... pour lesquelles les femmes jolies, intelligentes et intéressantes, de la trentaine, je parle pas des femmes plus jeunes que la trentaine, mais de la trentaine, il y a des raisons pour lesquelles elles sont célibataires. La plupart du temps, c'est parce qu'elles veulent rester célibataires. Donc là, tu peux pas faire grand-chose. Et t'as d'autres cas, c'est pas parce qu'elles veulent rester célibataires, c'est parce que ouais, ça peut être compliqué, ouais. Au niveau du comportement, il y a des comportements abusifs ou des choses un peu toxiques, des fois. Je pense que c'est les deux côtés, c'est Ouais, autant ouais, des hommes ouais. que Oui, non, chez bien les sûr. femmes. En tout cas, je veux dire, t'es tombé sur des profils qui ne matchaient pas avec toi, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, exactement. Ok. Parce que du coup, rapidement, mais les femmes que tu rencontrais qui voulaient rester célibataires. J'en ai pas rencontré. T'as dit quoi? J'en ai ai pas rencontré des masses. Ah, t'en as pas rencontré, ok, Ça, ok. c'est une catégorie. Celle qui voulait rester célibataire, elle faisait en sorte de pas rencontrer d'hommes. Je pense que je suis plus tombé sur la seconde catégorie où... C'était un peu instable, quoi. Ok. Ouais. Mais encore une fois, c'est des deux côtés. Hein. Oui, non, bien sûr, non, Prendre on est du doigt d'accord. personne. Non, bien sûr. Non, on n'est pas en train de dire que les femmes sont comme ça. C'est juste que, en fait, c'est que dans la vie, tu vas faire plein de rencontres. Il y en a qui, tu vas tomber sur des cas, tu vas te dire, mais pourquoi je suis allé me mettre dans ça? D'autres, ça va être des très belles rencontres. Et en fait, ça dépend. Et en fait, ça dépend aussi de ton niveau de maturité, ton niveau aussi de, quelque part d'expérience ou aussi de connaissance de soi, hein, de ce que je peux tolérer, parce qu'il y a des fois, enfin, avec le recul, des fois, tu vas te dire, j'ai accepté ça, mais maintenant, mais jamais. Enfin, tu sais, on parle comme ça, ou des situations, tu vois, gênantes. Enfin, en tout cas, qui font qui te touchent. C'est un peu, comment dire, c'est en forgeant qu'on est forgeron, tu vois. C'est exactement ça. Bah, quand tu tombes sur des profils un peu particuliers, tu dis, bon, ça, je ne veux plus. Et voilà, donc t'avances comme ça. C'est exactement ce sujet d'expérience forgeron quand on devient forgeron. C'est-à-dire que je suis arrivé célibataire à 33 ans, 34 ans. Je savais, tu vois, je suis resté plus de 11 ans en couple, plus de 10 ans en couple, et je savais pas sur quoi j'allais tomber. Donc si j'ai un message à convoyer, ce serait le suivant. Si vous êtes en couple et que vous mettez en couple dans la vingtaine, et que ça se passe bien, Restez ensemble. restez. Vous avez des enfants et tout, restez. Vous savez pas ce sur quoi vous allez tomber si vous séparez dans la trentaine. Si vous êtes bien et que mentalement vous êtes pas, il n'y a pas de risque physique ou mental, il n'y a pas de raison de changer. Après, je dis ça, moi je pense que ma décision elle aurait été la même. Néanmoins, je pense que j'aurais pris beaucoup plus de précautions. Et donc c'est la partie des illusions de mon retour. Non, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, bon, là, moi, je suis en couple, mais ouais, pendant quelques années, j'étais célibataire. Et en fait, c'est vraiment, enfin, tu vois, que ce soit les applis ou le dating en général, tu te prends des ghosts, tu tombes sur des filles, t'es là, mais, enfin, tu tombes sur des gens, par exemple, qui n'ont pas oublié leur ex et du coup, qui t'en parlent. Enfin, bref, des situations, t'es là, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Fuck, il nous avait prévenu, il nous avait dit. Fuck ou faut encore ex? C'est ça, Voilà, ça. donc non, je pense que en vrai, de toute façon, le dating, je vois ça comme un peu comme la prospection. En fait, faut voir ça comme un jeu. Et en fait, c'est un jeu où t'apprends et Mais c'est triste. Bah, en fait, mais on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, c'est, comment dire, Mais c'est affreux. Ce que t'es en train de dire, en fait, c'est limite, c'est une expérience statistique. Tu augmentes ta population, tu fais des tests et Bah tu regardes. oui, Mais c'est bah, affreux. non mais alors,
Non mais attends, il faut en fait... Mais même cette histoire d'application, on est tombé dans un monde... Oui, ça c'est encore un autre qui est débat. vraiment Oui. consumériste. Mais Oui. c'est Non, mais te ça, dire, ça, tu ça, vas je aller dans suis une d'accord avec application où tu parles plus à des gens. Oui, t'as un aspect catalogue. Mais en fait, il faut, alors, comment dire, faut prendre du recul avec tout ça. Moi, je t'avoue, la première fois, quand je me suis inscrit sur une application, je sortais d'une relation, et j'étais en mode un peu fleur bleue, je vais trouver l'amour et tout, Oui. et j'ai pris des baffes, et je me suis dit, en fait, faut prendre du recul avec, en fait, c'est pour ça comme un outil, tu vois. Mais en fait, faut se dire, je pense qu'il faut prendre du recul avec tout ça, et juste se dire, tu testes, tu vois. Et en fait, quand tu sens qu'une personne en vaut la peine, tu t'ouvres, tu vois. Mais tant que tu vois que, ça a l'air bizarre, si tu veux, tu profites quelques temps, après tu pars, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est quelque chose que j'ai pas connu. Ouais. C'est-à-dire que je pense que j'ai probablement eu de la chance, ou je ne sais pas. Pour tous ceux qui écoutent ce podcast et qui sont en école de commerce et qui ont trouvé une demoiselle qui correspond un peu à leur... où ils se sentent bien en tout cas, restez, accrochez-vous. Parce que clairement, vous n'allez pas vivre la même chose à la trentaine, si vous êtes toujours célibataire à la trentaine. C'est un monde qui est un peu compliqué, surtout si vous rentrez au pays à la trentaine et que vous êtes un homme, ça va être compliqué. Si vous rentrez au pays à la trentaine et que vous êtes une femme, ça va être pire. Parce que du coup, c'est vrai que ça, c'est une question aussi que je me suis posée, c'est, tu vois, vu qu'on est... Bon, notre population, on n'est pas 1 million, tu vois, on est une population un peu plus restreinte, on est des... Ça dépend, ça dépend de ce que tu appelles notre population. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tu parles d'où ? À l'intérieur du territoire ou... Sur les territoires. Sur les territoires, tu parles pas des personnes qui sont... Pas la diaspora. Non, sur les territoires. Je parle sur les territoires. Je crois que c'est 400 000 Guadeloupe, à peu près la même chose Martinique, à peu près la même chose Guyane, donc et tu prends la Réunion, on est plus d'1 million. Ouais. Mais du coup, c'est en termes de rencontres, forcément, les possibilités sont moindres, tu vois. Donc... Ah non, mais il se passe des choses magnifiques. Moi, j'ai un pote martiniquais. C'est pas la norme, encore une fois. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et j'ai un pote martiniquais, il vient d'avoir un enfant avec une demoiselle qui vivait en Guadeloupe. Donc, il a dû la trouver sur un réseau de rencontres, je pense. Et ils ont vécu leur relation à distance pendant un certain temps. Il allait les week-ends, tu sais, à la Guadeloupe-Martinique, tu prends ton petit avion, tu y vas. Il y allait de temps en temps les week-ends. Et puis au final, elle s'est installée en Martinique. Et puis ils vivent ensemble, ils ont un enfant. Oline, si tu m'entends, salut. Plein de dédicaces dans ce podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sais pas si on peut en faire une norme. Moi, j'étais en relation en 2019 avec une personne qui était en Martinique. Étant donné que moi, je faisais toujours mes allers-retours entre la métropole et la Guyane, du coup, je faisais mes allers-retours en métropole, Guyane, Martinique, Guyane, métropole. Quand tu voyages, c'est pas que pour affaires. Là, mais t'as raison. Non, mais c'est pas... Voilà. Non, je t'embête, je te taquine. Et du coup, ouais, non, ça marche bien, en fait. Ça marche bien, donc ça arrive un peu, des gens qui changent de deal comme ça pour... Mais de toute façon, en fait, on a quand même un socle commun, tu vois. On partage des valeurs, une histoire, une culture avec des similarités, donc c'est pas déconnant, tu vois. Ça fait déjà des atomes crochus, tu vois. Totalement. Même si les Martiniquais sont un peu des vendus, mais totalement. Attends, mais non, alors je peux pas te permettre de dire ça. Attends, qu'est-ce que... Monsieur... Non, c'est une blague, c'est une blague sur le fait que vous avez changé de drapeau juste pour laisser... C'est pas vous, c'était les propriétaires qui ont décidé de changer de drapeau pour pas arrêter l'esclavage. Ça te parle pas ? Faut que tu m'expliques. Mais si, mais c'était une blague. Je suis pas sérieux lorsque je dis ça, mais t'es au courant, au moment de la libération des esclaves, la Martinique a décidé de changer de drapeau, de changer de pays, pour justement ne pas libérer ses esclaves. Ok, ça je sais pas. Et il y a eu ça. Après, ils ont remis pendant une période de l'esclavage, donc ils sont redevenus français. Il s'est passé quoi d'autre ? Il y avait une histoire aussi avec la femme de Napoléon, comment elle s'appelle ? Rappelle-moi son prénom. Joséphine Beauharnais, ouais. C'est ça. Mais c'est elle qui l'a influencé à remettre l'esclavage. Voilà. Oui. Et donc c'était une blague un peu pourrie pour dire qu'il y avait des Martiniquais qui étaient un peu dévendus, mais c'est pas... Après, ça c'est partout. Hein. Pendant 39-45 en France, il y avait bien sûr. Bon, bref. Un autre débat. Oui, bien sûr. C'est quoi les différentes communautés en Guyane ? C'est vraiment quelque chose qui est propre à la Guyane, par rapport à la Guadeloupe et la Martinique, hein, mais qui n'est pas propre à la Caraïbe, qui n'est pas unique dans la Caraïbe, pardon. Il y a la même chose au Suriname, par exemple, t'as la même chose au Guyana, t'as la même chose quand tu vas à Trinidad et Tobago, etc. Donc t'as une multiculturalité qui est forte, et tu entendras souvent des créoles entiers français te dire oui, mais de la manière en Guyane, vous n'avez pas une identité, vous avez de multiples identités, du coup vous pouvez pas dire moi Guyanais, et vous pouvez pas guider une personne derrière votre ambition. Et du coup, il y a de multiples origines en effet, donc t'as ce qu'on appelle le créole, même si j'aime pas trop ce terme, qui est le Guadeloupéen martiniquais qui a émigré en Guyane il y a de nombreuses années, soit suite à l'éruption de
la montagne pelée, et soit aux vagues successives pour la Guadeloupe, des personnes qui cherchaient de l'emploi. Je parle de ça avant même le boom middle. Donc t'as une forte population créole qui provient de l'immigration des Antilles françaises. T'as aussi des descendants d'esclaves, pas tant que ça, mais t'en as quand même un peu. Je crois qu'il y avait 4000 esclaves en Guyane. Donc ça c'est pour la partie créole. T'as la partie un peu Bushi-Nangué. Bushi qui veut dire bouche, donc forêt, Nangué noir de la forêt, ça représente, je suppose, je peux dire des bêtises, mais on appellerait en français les nègres marrons, donc qui se seraient évadés des plantations, qui seraient restés dans la forêt. Et donc comme c'est pas une île, en fait, tu peux plus vite courir, te cacher dans la forêt, y aller dans le pays voisin, ou dans la forêt profonde, etc. Donc c'est un peu, je pense, que ce qui s'est passé. Et j'ai une question bête, est-ce qu'il y a beaucoup de relief en Guyane ou pas? Ça reste assez plat. Alors tu as des monts, hein, mais il faut savoir que la vie en Guyane se fait principalement sur le littoral. Donc la plus grosse partie de la population est concentrée sur le littoral. Le cœur de la Guyane, c'est la forêt amazonienne qui est protégée. C'est un parc national. C'est ça, exactement. Ouais. Donc tu peux pas faire n'importe quoi dedans. Mais sinon, effectivement, t'as des montagnes. Très peu de population là-bas. C'est non significatif. Quand je dis très peu, t'as peut-être un village de, je sais pas, d'une dizaine de personnes. T'as le mont Tumukamax. Si je dis pas des bêtises, il est en Guyane. Je pense que c'est inhabité. Donc c'est plat. Si je compare la Martinique, ouais. Oui, non. C'est plus que plat. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Si je compare. La Martinique, c'est un choc pour moi. Ah bah, si tu fais du vélo, ça te fait des mollets en béton. Les gens qui ont une image de la Martinique un peu idyllique, n'allez pas en Martinique. Si, c'est le paradis aussi, la Martinique. La Martinique, c'est des embouteillages. La Martinique, il faut avoir le diplôme le permis de conduire ne suffit pas. C'est-à-dire que t'as des routes qui sont limitées à 30, t'as des ravines à droite, des ravines à gauche, et les gens roulent à 90. Ah, parce qu'ils sont habitués. En fait, il faut la certification démarrage en coach. Mais c'est ça. Mais en plus, moi je conduisais en Martinique, je sais pas ce qu'il y a après le virage. Tu sais, parce que t'as l'habitude, tu conduis, et tu vois les gens rouler vite. Et t'en as qui te dépassent dans le virage aussi. Il y en a qui te dépassent dans le virage. Ouais. Et tu roules vite, moi je dis, mais je sais pas ce qu'il y a après le virage, je sais pas si ça tourne à gauche, si ça tourne à droite, s'il y a un avant, s'il y a un stop, je sais pas. Pour toi, comment on pourrait développer une conscience de groupe dans nos communautés? C'est un travail qui est, dont on a tous la responsabilité. La réponse à la question du comment, je ne l'ai pas. Je pense que c'est un travail dont on a tous la responsabilité. J'ai l'impression qu'en Martinique, vous avez cette conscience de groupe qui est un peu plus forte que chez nous en Guyane. J'ai l'impression qu'en Guadeloupe, ils ont aussi une conscience de groupe qui est un peu plus forte que chez nous en Guyane, malgré le fait que vous ayez plus de touristes que nous. Et donc, malgré le fait que vous ayez en plus d'immigration que nous, car les gens cherchent la mer Bleue. Quand je dis les gens, je parle des métropolitains qui se déplacent et qui s'installent dans les Antilles françaises. On a des vagues de personnes qui s'installent en Guyane, mais on en a, je suppose, moins que vous. J'ai pas les chiffres, donc pour le moment, c'est que des supputations. Et donc, j'ai pas la réponse au comment. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent pas mal. Il y a le discours qui fonctionne pas mal, ce qu'on nous sommes en train de faire, par exemple, aujourd'hui. Qu'on voit des messages à travers la chanson aussi. Paille, tu vois, il est très conscient dans ses textes, et c'est des textes qui sont assez intéressants. Conscientise la responsabilité politique, la responsabilité de tout en chacun, en disant, mais... Et donc ça, c'est aussi un médium qui est intéressant. Et l'éducation. Je pense qu'il est important d'éduquer les personnes qui sortent de nos territoires pour leur expliquer qu'elles sont importantes et qu'elles sont utiles. Je peux me tromper, mais c'est pareil, c'est des sujets auxquels je réfléchis de temps à autre. On a besoin, je pense, de modèles. Tu trouves qu'on n'en a pas des modèles On en a, mais je pense qu'on en aurait besoin de plus et de plus proches de nous. Tu vois, nos modèles, par exemple, en Guyane, on aura Madame Toubira, bonjour d'ailleurs au passage. On aura... Si elle écoute le podcast, c'est lourd. On fera en sorte qu'elle écoute. Je l'enverrai en DM. On a du Gaston Monerville. Ouais. On a probablement des membres de notre famille, pour des membres qui ont supporté leur graine, comme dirait Lumpy. Les artistes comme J.N. King ou Gifta, bien sûr, totalement. Ouais. Totalement. Ce sont des artistes qui, pour moi, font partie de la réussite de nos territoires, totalement. Gifta, je suis content que tu le cites. Il a apporté énormément en termes de culture. Je pense que sans lui, il y aurait un pan de ce qu'est la culture guyanaise aujourd'hui pour la consommation musicale, qui aurait été complètement différente. On arrive à créer du contenu guyanais aujourd'hui, qui est l'héritage du travail que Gifta, mais pas que, d'autres personnes aussi, ont créé. Parce que c'est vrai que, tu vois, j'avoue que Gifta, quand je l'ai connu grâce à son feat avec Kalash, et j'ai commencé à écouter ses chansons, et tu vois, et je trouve tu l'as connu tard. Écoute, les connexions se sont pas faites plus tôt, mais du coup, et voilà, et du coup, tu vois, même le créole guyanais, du coup, ça me faisait, enfin, j'adorais la mélodie, tu vois, qu'il faisait passer grâce au créole guyanais, et ça me faisait kiffer, tu vois. On peut citer aussi Rodman, tu vois, dans le secteur de l'humour et du divertissement. Totalement. Lui aussi, enfin, tu vois, parce que je crois qu'à la base, il était aide-soignant.
Il est toujours. Il est toujours, ok. Ah, il continue, ok, d'accord. Peut-être qu'il a arrêté, Ouais. je sais pas, mais Ouais. il me semble qu'il continue de travailler, je sais pas, je vais pas, Il est peut-être je le entre connais les pas deux. personnellement, Ok. mais voilà. Mais tu vois, c'est des figures aussi qui sont, enfin, Cleveland, Rodman, c'est des personnes, ouais, déjà, qui mettent la lumière aussi sur la Guyane, parce que du coup, tu vois, même, par exemple, si on prend le contexte de l'humour, enfin, tu vois, nous, Anti-Guyane, ben, tu vois, il y a Bobby, GSL, Bien sûr. voilà, les gars comme ça. Celui qui fait aussi les news, comment il s'appelle? Oui, Colmy Ludo. Colmy Ludo, très bien. Ouais. Il fait un très très bon travail, Ludo, je trouve. Un travail qui est exceptionnel. Et du coup, c'est cool, moi, je trouve, d'avoir Rodman aussi, parce que du coup, bah, ça fait porter la voix de la Guyane aussi, tu vois, amener les thématiques et tout ça, donc non, c'est cool. Pour revenir rapidement sur Gifta, on avait une sorte de média en Guyane qui s'appelait Guyanzik, où tu pouvais écouter de jeunes artistes, etc. Et je devais écouter Gifta depuis 98, il faisait des mix. Ah ouais. Non, ouais, il faisait Ah des oui, mix. donc oui, je l'ai connu très tard. Ok. Il était DJ et il faisait un peu ce que font les DJ jamaïcains. D'ailleurs, on continue à le faire en Guyane. Du toasting en même temps qu'il mixte. Et il mixait... c'était de la folie à l'époque. Moi, je me souviens, même en études, j'étais en prépa, en métropole. J'écoutais, je devais être dans les années 2000, j'écoutais des mix qu'il faisait, qu'on pouvait retrouver sur Guyanzik à l'époque. Qui était une sorte de média, de plateforme où tu trouvais tous les artistes guyanais, tous leurs clips, toute leur musique, etc. Tu pouvais rechercher. Et je trouvais d'ailleurs ce média très intéressant. Et Gifta donc l'avait créé, il avait intégré un crew qui était un crew anglo-saxon qui s'appelait le Stereosonic, qu'il a toujours d'ailleurs en Guyane. Quand, par exemple, Jalen King, au début, il faisait partie du Stereosonic. Je sais pas si tu connais Ken Vibes, bon, bah, il fait partie aussi du Stereosonic. Il y a plein d'artistes comme ça. Et c'est grâce à Gifta. Et c'est lui qui a fait... c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, mais c'est lui qui a vraiment fait émerger la suite de la musique dancehall, raga guyanaise. Avant lui, il y en avait d'autres. C'est quoi ton avis sur le départ des jeunes de notre territoire? Et je sais qu'il y a des politiciens, des personnes qui disent que c'est important de partir pour mieux revenir. Je suis pas de cet avis parce que partir souvent, ça veut dire partir loin. Et les gens partent en métropole, les gens partent au Canada, les gens partent aux États-Unis, les gens partent en Asie. Je suis pour la liberté. Je suis pas honte de le dire, je suis un libertarien avec certaines limites. Okay, je pense qu'il doit y avoir des interventions dans certains domaines, genre la sécurité, je pense qu'il doit y avoir des interventions, la santé, je pense qu'il doit y avoir des interventions de la force publique. Au-delà de ça, je suis pour la pleine liberté des êtres et des personnes. Je pense que si une personne a envie de partir, bah, qu'on ne devrait pas la retenir. Néanmoins, il y a des choses que je trouve intéressantes. Tu vois, les individus, ils fonctionnent avec des stimuli, et tu peux stimuler une personne pour qu'elle reste. Et ça fonctionne. T'as des bourses, par exemple, à l'époque c'était le conseil régional, maintenant c'est la collectivité territoriale, qui propose à des jeunes qui viennent d'avoir leur bac de partir, sous condition de revenir. Donc je trouve ça très intéressant. À l'école polytechnique, qui est très intéressant, qui est quand tu finis l'X, t'es obligé. Ouais, t'as 5 ans, je crois que tu travailles dans la fonction Ouais, publique. voilà, t'es obligé de travailler dans la fonction publique pendant X années. Okay, si tu travailles pas dans la fonction publique quand tu sors, t'es obligé de payer. Et je trouve ce système très intéressant, de dire si tu le fais pas, tu payes. Et je pense, c'est mon point de vue, qu'on devrait mettre en place quelque chose comme ça pour nos territoires. Et non pas pour que les gens payent. Oui, et pour qu'ils reviennent. Pour qu'ils reviennent, s'ils ont envie de partir. Donc je pense qu'il faut pas empêcher les gens de partir, mais il faudrait que les gens reviennent. Au-delà de ça, je pense qu'il faudrait limiter les départs au maximum. Et donc, comment tu ferais ça? Enfin, comment tu vois ça? comment tu vois ça? T'as plusieurs manières de limiter les départs. Tu augmentes tu augmentes les prix des billets d'avion. Je suis méchant. Il est grave. C'est pas vrai. Pense à la diaspora qui est pas sur le territoire, qui veut rentrer. Non, les billets d'avion en partance. Et tu diminues le prix des billets d'avion en rentrant. Non, ça c'est n'importe quoi. Ouais, Ce serait bien, mais c'est du n'importe quoi. En réalité, t'as des choses que tu peux mettre en place qui sont mises en place depuis de nombreuses années. Un exemple, moi à mon époque, tu pouvais pas faire plus de bac plus 3 en Guyane, dans certains domaines. Aujourd'hui, tu peux faire des doctorats en Guyane. Après, quand tu fais un doctorat, tu as besoin d'être dans une université qui est bien notée, etc. Donc tu recherches l'excellence. Néanmoins, tu peux faire des choses en Guyane que tu ne pouvais pas faire il y a 20 ans. Donc tu es plus susceptible de rester si tu recherches à faire des études dans un domaine, plutôt que de partir en Guadeloupe ou en Martinique. Ils sont en train de développer aussi peut-être une évolution, je dis bien peut-être, au numerus clausus sur les métiers de médecin, pour pouvoir former plus de médecins en local, pour éviter que tu aies des personnes qui partent par exemple à Bordeaux pour devenir dentiste, qui ne reviennent pas, des personnes qui partent en métropole ou en Europe pour devenir médecin et qui ne reviennent pas, et que du coup en plus tu dois faire rentrer des médecins en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, qui du coup ne proviennent pas de ton territoire. Et Aimé Césaire parlait de cette problématique-là, mais c'était pas le seul. T'as aussi une jeune en Martinique, je crois, qui s'appelle, tu vas peut-être m'aider à retrouver son nom, La Fontaine quelque chose. Elle a un nom composé avec La Fontaine dedans, j'ai oublié son nom complet. Non, ça me dit rien. Alors peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'elle a dit qui sont très intéressantes, et notamment sur ça. Donc elle reprend un peu la thèse de Césaire qui disait qu'il y avait un génocide par substitution, que les jeunes partent, ne reviennent pas, et que les postes sont pris, du coup, les postes d'emploi sont pris par des personnes
qui viennent sur le territoire apporter ce qu'elles ont apporté, qui est très bien d'ailleurs, mais qui n'ont pas la culture, ni la connaissance, ni la confiance dont je te parlais tout à l'heure, le fait de voir des visages familiers, qui est apporté par des personnes qui sont parties mais qui ne reviennent pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui tue nos sociétés, le départ de nos populations. Ça tue nos sociétés, ça tue notre culture, ça nous appauvrit, ça crée de la délinquance. Je pense que c'est l'une des causes de la délinquance sur nos territoires. Comment on passe de, je sais pas, un jeune bachelier qui part à 18 ans faire ses études à Sciences Po, qui entraîne après une hausse de la délinquance dans son quartier ou... Pas dans son quartier, mais d'une manière générale sur le territoire. Je caricature, mais tu vois, c'est... Oui. Créer une corrélation entre les deux. Ma corrélation est la suivante. C'est plus t'as de bien-être dans un endroit et plus le bien-être augmente. Moins t'as de bien-être dans un endroit et moins le bien-être augmente. Donc c'est un peu ça. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que plus t'as des personnes qui travaillent, qui sont insérées au sein de la société, qui contribuent à la vie locale, dans le territoire, et bien plus ça se passe bien sur ton territoire. Et moins tu as d'écarts sociaux entre des personnes qui gagnent très très bien leur vie et des personnes qui gagnent pas du tout leur vie. Et en plus de ça, tu as aussi cette notion de il me ressemble. Et donc j'ai pas peur, je crains pas le autrui parce que c'est pas autrui, c'est moi que je regarde. Et du coup, je vais pas essayer de me dire, ou je vais pas me dire dans ma tête, puisque je suppose que c'est un peu le fonctionnement de certains délinquants, de se dire, ouais, mais ils viennent sur mon territoire, ils me ressemblent pas, ils me disent pas bonjour, ils baissent les yeux quand ils passent, ils ont peur. En plus, ils vivent dans des ghettos un peu riches. Ça crée de l'animosité. Je pense, ouais, ça crée un peu de, de défiance et ouais, voilà, un sentiment de défiance plutôt qu'un sentiment de confiance. Et tu te dis, ouais, de les manières, s'il faut réussir, faut être blanc, quoi. Moi, je suis pas métropolitain, voilà, j'ai pas eu la même chance qu'eux, du coup, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin chez eux, tu vois. Donc, je dis pas que c'est le cas pour tout, mais je me dis que ça peut être une des explications. Je vais rentrer sur une propriété qui m'appartient pas, sans être invité. Je vais peut-être voler une télé parce qu'il y a une télé, peut-être faire peur à des gens parce que, je sais pas, peut-être que je me suis drogué, peut-être que je me sens pas bien chez moi, etc. Tandis que, prends une autre situation où ta population ne part pas. Et donc, t'as toute ta population qui est là, qui est jamais partie, qui s'investit sur ton territoire, qui a du travail, qui peut apporter du travail, qui peut former des jeunes, qui peut tirer des jeunes vers le haut. Ça crée un cercle vertueux. Ça crée un cercle vertueux. Et ce qui nous manque, c'est ce cercle vertueux. On est en train d'y arriver, ça prend le temps, hein. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, on est en train de bâtir sur les fondations que la génération d'avant a construit, et c'est très bien, ça prend du temps. Mais c'est très bien. Mais je pense, pour répondre à ta question, que partir, c'est mortifère pour nos sociétés. C'est marrant, tu sais, t'as parlé de génocide par substitution. Ouais. Pour là, cet après-midi, j'ai publié un extrait de mon dernier épisode. Du coup, c'est Dorian qui, du coup, elle a grandi rapidement. Elle a grandi en Alsace. Elle est d'origine martiniquaise. Elle a grandi en Alsace, mais du coup, là, elle a 24 ans, elle est rentrée vivre en Martinique. Ouais. Osée Lafontaine. Oui. C'est le nom de la personne, j'ai oublié son prénom par contre. Ok, d'accord. Ça m'est revenu à l'instant. Ouais, pas de problème, t'inquiète. Et du coup, donc là, elle est rentrée vivre en Martinique, et du coup, elle parle de ce génocide par substitution. Et du coup, tu vois, par rapport à ça, j'ai fait un questionnaire sur Instagram, dans la story, et j'ai eu quelques retours où des gens me disent ils ont du mal avec ce mot-là. Enfin, pour eux, génocide, c'est trop fort dans le sens où il y a suppression, et ils disent que, quelques retours que j'ai, c'est qu'en gros, par exemple, les hexagonaux qui viennent dans nos territoires, ils partagent leur culture, du coup, il y a un mélange qui se fait, du coup. Mais c'est ce qu'on appelle le génocide en fait. Oui, mais c'est ce que j'essaie de leur expliquer, mais ils ont pas compris encore. C'est ce qu'on appelle le génocide par substitution. Oui. Mais en fait, le pire, c'est qu'ils arrivent à le comprendre parce que c'est exactement les thèmes qui sont développés au présidentiel. À chaque fois qu'il y a des présidentielles, c'est exactement les thèmes qui reviennent. Le grand remplacement, quoi. Ouais, le grand remplacement. Quand ils parlent du grand remplacement, quand eux parlent du grand remplacement, il n'y a aucun problème. Faut arrêter de dire génocide par substitution, c'est un peu trop fort. Il y a vraiment eu un génocide en France, on se rendait pas compte des mots que vous utilisez, etc. C'est des Antillais qui m'ont dit ça. Ah, c'est des Antillais en plus qui m'ont dit ça, d'accord. Oui, Et alors qu'en réalité, en métropole, ils ont les mêmes problématiques. Et je pense qu'il faut pas qu'on ait honte d'en parler, parce qu'en réalité, dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on parlait créole. En tout cas, nos parents nous parlaient créole quand nous étions enfants. Moi, je suis certain que les parents de mes grands-parents leur parlaient créole lorsqu'ils étaient enfants. Je suis certain que leurs parents leur parlaient créole. Et du coup, effectivement, les métros nous apportent ce qu'ils ont à nous apporter, ce qui est très bien. J'ai rien contre le fait que les métros nous apportent ce qu'ils ont à nous apporter. C'est une très bonne chose et j'en suis reconnaissant. Néanmoins, tu vois, je pense que nous, on fait pas un bon travail, pas un excellent travail, notamment sur le fait que on parle de moins en moins créole à nos enfants systématiquement. Moi, la seule langue qui sortait de la bouche de ma grand-mère,
quand elle me parlait à la maison, c'était du créole. Elle m'a jamais parlé français. Quand je te disais tout à l'heure que ma mère m'a récupéré en métropole et que j'avais un retard de développement, par exemple au niveau du langage, bah, je pense que c'est lié à ça. C'est le fait qu'à la maison on me parle pas français, bah, que ça m'arrive de dire le pour là, que ça m'arrive de... Bah, c'est une société multiculturelle, c'est quelque part normal. Après, ma mère a fait un excellent travail. Aujourd'hui, je m'exprime en français correctement, je m'exprime aussi en créole très très bien. Mais je pense, pour revenir au sujet du génocide par substitution, qu'on fait un très mauvais travail. Et du coup, on parle bien le français sur nos territoires, quoique, mais très mal le créole. Parce que faudrait poser un peu les termes, c'est quand on parle de génocide par substitution, est-ce que c'est un remplacement de population, en gros il y a plus de blancs dans les territoires, ou est-ce qu'on parle de culture, tu vois, enfin, à quel niveau on le place, tu vois, ou c'est tout ça en fait? Pour moi, le génocide par substitution, c'est t'as un montant de personnes qui partent de ton territoire avec une culture, un savoir, une histoire, des ancêtres, et t'as un autre montant qui viennent à des postes importants, avec une autre culture, une autre histoire et d'autres ancêtres. Et tu vas me dire, mais est-ce que c'est problématique? La réponse est oui et non. La réponse est non, parce que, bien finalement, ce sont des êtres humains et il n'y a aucune raison d'avoir de l'antipathie envers des êtres humains, donc zéro problème. Par contre, c'est problématique lorsque tu perds ta culture. Faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas nombreux. Oui. On n'est pas comme en Malaisie où ils sont, je sais pas, 20 millions 33 millions. 33 millions, voilà. On en a parlé un peu avant. Voilà, c'est ça, 33 millions. On est 300 et quelques mille en fonction du département, du territoire. Et donc, quand chaque année, t'en as 10 000 qui partent pour faire des études, qui proviennent de ton territoire, et t'en as 3 000 qui rentrent pour être embauchés, parce qu'ils ont trouvé du travail, parce qu'ils s'installent, parce qu'ils prennent des villas sur le long de la côte, dans des ghettos de riches, etc., tu remplaces ta population. C'est factuel, c'est visuel. C'est factuel. Mais en plus de ça, tu crées de la misère chez les gens qui partent. Tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'a pas papa, maman, surtout dans nos territoires où les richesses se sont créées très récemment. On n'a pas une 5 générations de personnes qui ont créé des industries, etc. Alors peut-être chez certaines familles qui sont propriétaires de centres commerciaux, mais tout le monde ne les vient pas... Voilà, il faut le dire. c'est ça. On dit les termes, donc. C'est ça. Mais pour la plupart, on est tous des pauvres. Et donc, enfin, en tout cas, il n'y a pas une richesse générationnelle qui se transmet. Mais oui, mais totalement. Quand je dis on est des pauvres, je veux dire papa, maman n'a pas 10 millions pour nous aider à faire nos études. Donc on fait comme on peut, quoi. On vit du travail, on vit pas du capital. Voilà. Et donc quand tu pars faire des études en métropole et que t'es isolé de ta famille, de tes voisins, de tes amis, on se rend pas compte, mais on est dans une misère. Après, on part en groupe, donc souvent t'as ton bac, tu pars dans la même ville que la personne qui a ton bac, tu te retrouves à Bordeaux, tu essaies de te retrouver dans des clans, par exemple le carnaval, etc., dans des soirées, donc il y a une sorte de clanification. C'est bien, ça te permet aussi de créer un réseau. Néanmoins, on perd le réseau initial. Et en plus de ça, on se met dans une sorte de misère. C'est une libération pour ceux qui partent, donc ils ont l'impression de se libérer du joug parental. En réalité, tu te mets aussi un petit peu dans la misère. T'as plus les repas de papa-maman ou des grands-parents, t'as plus la douceur, t'as plus... Tu parles de misère sociale un peu, quelque part. Je parle de la misère sociale, je parle de la nourriture, je parle de la culture d'une manière générale. Même dans la culture, on a une culture qui s'étiole petit à petit. Parce qu'il y a une transmission qui est pas faite en fait, parce que du coup les anciens restent et des fois du coup ils décèdent et le bâton se transmet pas parce que les jeunes sont pas sur le territoire. Je vais donner un exemple. Je suis parti pendant longtemps faire mes études. Je sais pas faire le bouillon d'awara. Moi, mes grands-parents sont guadeloupéens. Je sais faire quelques plats antio-guyanais parce que ma mère m'a montré, etc. Mais bouillon d'awara, je connais plein de personnes qui sont venues faire leurs études en métropole. Il y a plein de choses culturellement qu'ils savent pas faire. Tu peux l'apprendre. Mais tu passes du temps à l'apprendre quand tu reviens, quand t'as 30 ans et quelques. Là où, à l'époque, les gens le faisaient. J'avais un discours comme ça avec un cousin, où je lui parlais du fait, donc il est venu en école d'ingénieur, en métropole, et je lui parlais du fait qu'en fait, à cause de nous, il y a une histoire qui s'éteint. En temps réel, hein. Les gens parlent des espèces qui s'éteignent, mais je pense réellement qu'il y a des histoires qui s'éteignent. Quand je dis en temps réel, c'est que t'as des grandes personnes, des personnes qui sont grands-parents, qui décèdent. Et donc en temps réel, t'as des grands-parents qui décèdent. Et avec eux, des savoirs qui partent. Je pense notamment à... En Guyane, chez les Amérindiens, il y a de la vannerie traditionnelle. Et je disais à mon cousin, mais tu te rends compte, on est en train d'apprendre une science qui est intéressante en délaissant notre culture. Donc on prend quelque chose qu'on nous apporte, mais on tue littéralement notre culture. Et plus ça va aller, et plus la tendance va s'accélérer. Je sais pas si ça va s'accélérer, mais plus l'ensemble d'éléments qu'on aura perdus sera conséquent. Et je pense que ça, tout ça sont les conséquences de ce qu'on pourrait appeler le génocide par substitution, alors qu'il y aurait des solutions, hein, je pense. Une plus grosse collaboration
Entre territoires. Entre territoires, mais pas que français. Oui, dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Oui. Je vais te donner un exemple. À Saint-Martin, t'as université de médecine. Et t'as des personnes qui viennent de Miami pour étudier dans cette université de médecine. Ah, trop bien. Tu me diras, oui, mais si t'as pas un diplôme français, tu peux pas être médecin en France. En réalité, t'as des exceptions. Et si t'as des exceptions, ça te montre que c'est possible. Pendant la période de Covid, tu as fait venir des médecins qui étaient hors Union Européenne, et ils ont un nom spécifique, c'est les médecins hors Union Européenne. Ils travaillent toujours aujourd'hui. T'as des médecins dans des hôpitaux qui viennent d'en dehors de l'Union Européenne, qui travaillent. En fait, je crois qu'ils avaient montré un reportage, mais l'hôpital français tient grâce aux médecins africains et maghrébins, en fait. Clairement. Enfin, dans plein de services. Parce qu'en fait, à cause du numerus clausus, ils ont pas formé assez de médecins. Et en fait, ils font venir des médecins d'Afrique et du Maghreb, tu vois. Donc, c'est une réalité. Et par contre, ils sont pas reconnus, ils sont pas autant payés que les médecins français. Mais ils assurent le même taf. Mais je pense qu'on pourrait envisager un futur, puisque le futur n'est que ça, en fait. Le futur n'est que la réalisation des éléments qu'on a envisagés, qu'on a designés, qu'on a planifiés. Et je pense qu'on pourrait planifier un futur où on aurait une plus grosse collaboration entre territoires, où par exemple un directeur d'école de commerce irait, où on verrait des équipes, je parle pour la Guyane, au Suriname ou au Brésil, et dire, bon voilà, moi je suis directeur d'une école de commerce, j'ai des stagiaires, mes stagiaires ils rêvent d'aller à Londres, ils rêvent d'aller à Paris, ils rêvent d'aller en Grèce. Moi je souhaiterais qu'il y ait un pourcentage chaque année qui croît de stagiaires qui aillent au Suriname. Tu sais c'est quoi l'avantage d'aller au Suriname quand t'es de la Guyane? Faut traverser le fleuve et c'est tout, je crois. Enfin, c'est ça, c'est l'avantage, c'est que contrairement à où tu es en Angleterre et que le week-end tu vois pas papa maman, bah là le week-end tu peux décider, tu prends ton vendredi après-midi et tu rentres et tu passes ton vendredi avec tes parents, ton samedi avec tes parents, ton dimanche avec tes parents et le lundi t'es de retour. Pareil, tes parents peuvent prendre 2-3 jours, peuvent venir te voir pendant que t'es en train de faire, je sais pas, tes études de médecine ou ton stage en commerce ou je sais pas, tu vois. Et je pense que vous pouvez faire la même chose sur la partie île et avoir de la collaboration avec des îles voisines. Oui, bien sûr, ouais. C'est quelque chose à développer. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je t'ai pas emmené durant l'interview? C'est une bonne question. Il y en a un que je souhaiterais aborder, qu'on a un peu abordé durant toute l'interview, qui est le suivant. Un peu en fil d'Ariane, nous sommes responsables de notre devenir et que le monde n'est pas tout blanc ou n'est pas tout noir et qu'en réalité ailleurs n'est pas un monde merveilleux de bisounours, que chez nous n'est pas un monde affreux où il y a que de la délinquance en réalité et je peux en témoigner parce que je le vis sur mon territoire. Pour les personnes qui se posent des questions, qui se disent oui mais sur le territoire c'est difficile machin etc. Il y a de la délinquance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche etc. C'est une mystification. Certes il y a beaucoup plus d'entreprises en Ile-de-France, mais il y a tout à construire sur nos territoires, soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et je vois beaucoup d'entrepreneurs de notre génération qui créent et qui fonctionnent, et des trucs sur des choses stupides, pour dire, quand j'ai des choses stupides, c'est pour dire, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10, quoi. Il y a une personne que j'avais vue en Guadeloupe qui avait créé une pizzeria, et qui était douée avec les réseaux sociaux, et ça fonctionne nickel. Le Snack Élysée, c'est un autre exemple. Au départ, il n'y en avait qu'un seul. Et en vendant du burger, le monsieur il est devenu millionnaire. Vous allez dire, oui, mais moi, ça va pas m'arriver, il a eu de la chance. Bah non, il a essayé. Il y a des besoins, en fait. Il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont besoin de dormir, donc ils ont besoin de logement, il y a des gens qui ont besoin de manger, donc ils ont besoin de pain. Ils ont besoin de viande, ils ont besoin de... Faut pas hésiter. Faut essayer de voir où sont les besoins et les combler, ça fait un business en fait, c'est simple. Okay. Et essayer, ne pas avoir peur de l'échec, et se tromper, et se relever, et réessayer. Écoute Théva, là ça fait un peu plus d'1 heure qu'on discute, c'était un très bel échange, mais j'ai encore 2 petites questions pour toi. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? J'avais vu quelques interviews qui étaient arrivées sur mon feed, probablement parce que je suis des hashtags particuliers, et j'avais trouvé le concept très intéressant, et la personne qui avait été interviewée, malheureusement j'ai plus son nom, ses interventions très pertinentes, et je me suis dit, c'est hyper intéressant ce qu'il fait, je vais lui envoyer un message. Ok, trop bien, donc merci Instagram. Merci les Exactement. Ok, super. Et pour finir, si tu avais un message à faire passer aux Guyanais, ce serait lequel? Alors, ce serait pas un message aux Guyanais, ce serait un message plutôt à la Caraïbe, dans son ensemble. C'est le message que j'ai passé tout à l'heure, qui est de dire, ok, la liberté, c'est bien, la conscience, c'est mieux, vous avez une responsabilité, vous avez une histoire, vous avez une culture, c'est bien de la faire vivre à l'extérieur, tel que vous le faites, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en Europe, vous regroupez entre vous, etc. Pas que, c'est pas que du clanisme, mais en partie aussi vous faites vivre cette culture comme ça, en voyant vos amis, en jouant au domino, etc. Et qu'en réalité, on a besoin de vous sur nos territoires. Il faut rentrer. Oui, rentrer, c'est important. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup Théva pour ton intervention, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Bah, je te dis à bientôt. À très bientôt. Bon retour en Guyane, parce que là il est à Paris avec moi et il rentre dans 2 jours. Exactement. En Guyane. Il faut rentrer. Merci. À Merci. tout, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, DomTalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.